je m'appelle Karine Bernot, je suis professeure à la faculté de droit de Nantes. C'est assez simple finalement. Une œuvre, pour qu'elle soit en open access, d'abord il faut qu'elle soit accessible gratuitement. Et ça, on s'en rend compte en général assez simplement et assez facilement. Ça, c'est la face la plus évidente, on va dire la manifestation la plus évidente de l'open access. Ensuite, il faut aussi, on l'a vu tout à l'heure, que cette œuvre, que cet article soit facilement exploitable grâce à une licence. Ça, on retrouve toujours les deux pieds de l'open access. Mais là, c'est d'une certaine façon, c'est l'open access idéal. Et il ne faut pas s'en tenir peut-être à une vision trop stricte de l'open access. En principe, il faut avoir les deux pieds pour que l'open access existe. En pratique, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'œuvres sont déposées par exemple dans des archives ouvertes, donc sont accessibles gratuitement, mais sans être associées à une licence qui va en faciliter l'exploitation. Donc on a un open access amputé. Mais néanmoins, on admet que ça reste de l'open access. Parce que finalement, peut-être l'élément essentiel, l'élément déterminant de l'open access, c'est d'abord l'accès gratuit. Et c'est ce qui va faciliter l'accès à la connaissance scientifique, ce qui est bien l'objectif du mouvement de l'open access. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre ou admettre, c'est qu'il existe différents degrés dans l'open access. L'open access idéal, et puis l'open access amputé, mais qui s'inscrit tout de même dans ce mouvement de partage des connaissances. Et on voit par la même occasion qu'apparaît aussi la distinction entre la question de l'accès et la question de l'utilisation de l'œuvre. On voit bien que ce sont deux éléments différents et deux éléments qui ne se recoupent pas du tout. On peut très bien avoir l'un sans l'autre. Et c'est ce qui est censé représenter la distinction entre accès ouvert et accès libre. L'accès ouvert, c'est l'accès gratuit. On peut parler d'accès ouvert dès lors que l'article est accessible gratuitement. Sans cela, on ne peut pas parler d'open access, on ne peut pas dire qu'un article est diffusé en open access. C'est le minimum, en quelque sorte, de l'open access. L'accès libre traduit en revanche plutôt l'idée de l'open access idéal. C'est accessible gratuitement et en plus, on peut l'utiliser grâce à une licence au-delà des exceptions aux droits d'auteur qui sont prévues par la loi. Alors, cette distinction entre accès et utilisation, sans doute qu'elle peut paraître un peu complexe, ou voire même artificielle, en réalité, elle est incontournable, et elle est incontournable alors, à cause ou grâce aux droits d'auteur. Parce que pour l'auteur, consentir à ce que son œuvre soit accessible gratuitement, ça n'induit pas qu'il consente à des exploitations qui vont au-delà des exceptions aux droits d'auteur. Et inversement, il faut qu'il consente à ces deux éléments distinctement pour que les deux soient présents. Donc on peut très bien avoir un accès gratuit sans facilité d'exploitation, ou au contraire facilité d'exploitation d'une œuvre qui aurait été accessible contre paiement. Donc cette distinction accès-utilisation, elle est vraiment importante en droit d'auteur évidemment, mais aussi pour l'open access. La gratuité de l'accès à l'œuvre n'interdit pas du tout, pas forcément, la rémunération de l'auteur. Prends l'exemple d'une revue qui serait diffusée en open access et qui serait financée grâce à la publicité. Il en existe quelques-unes. Eh bien, rien n'interdit l'éditeur de rémunérer l'auteur au regard des profits générés par cette publicité. L'accès sera gratuit, mais l'auteur sera rémunéré. Donc l'accès gratuit, ça n'induit nullement l'absence de rémunération de l'auteur publié. Mais derrière cette question, il y en a une autre. Qui paye l'open access? Le principe, logiquement, c'est que ce n'est plus le lecteur, puisque l'article doit être accessible gratuitement. Mais en même temps, sans doute qu'il faut trouver quelqu'un d'autre pour payer l'open access. Alors là, il faut à nouveau distinguer les deux voies qu'on évoquait tout à l'heure, la voie verte et la voie dorée, parce que les modes de fonctionnement, le modèle économique derrière ces deux voies n'est pas du tout le même. S'agissant des archives ouvertes, donc ce qu'on a appelé la voie verte dans le jargon de l'open access, on l'a dit, l'éditeur va autoriser le dépôt de l'article dans une archive ouverte, éventuellement dès la publication de l'article. Alors s'il l'autorise dès la publication de l'article, c'est-à-dire simultanément, on va pouvoir accéder à l'article soit via la revue, contre paiement, soit gratuitement dans l'archive ouverte. Là, le risque, évidemment, c'est que plus personne ne veuille s'abonner à la revue puisque l'article est accessible gratuitement, pourquoi payer? Donc dans ce système-là, il faut que l'éditeur développe des services complémentaires et en réalité, c'est ça
que l'abonné va payer. Ça peut être un moteur de recherche particulier, ça peut être une base de données complémentaire, ça peut être des liens hypertextes, mais finalement c'est ça qui va faire la valeur ajoutée du service proposé par l'éditeur et qui va justifier que certains peut-être continuent à payer pour accéder à la plateforme numérique de l'éditeur qui matérialise finalement la revue scientifique. Dans d'autres hypothèses, on l'a vu, l'éditeur il peut imposer un délai d'embargo. C'est-à-dire que par exemple, je garde mon exemple de 6 mois, pendant 6 mois, seul l'accès ne pourra se faire que par la revue, seul l'éditeur diffusera l'article en question. Donc dans ce cas, le lecteur va continuer à payer, donc on voit que le modèle lecteur-payeur n'est pas totalement écarté par l'open access. Le lecteur va continuer à payer l'éditeur, mais pour pouvoir accéder à l'article en priorité, dès la publication, tout de suite, sans attendre l'expiration du délai de 6 mois. S'il peut, ou s'il n'a pas le choix, attendre l'expiration du délai de 6 mois, eh bien dans ce cas-là, il accédera ensuite à la copie déposée dans l'archive ouverte. Et donc, dans ce cas, on voit que le modèle lecteur-payeur, finalement, subsiste dans ce modèle d'open access. L'autre hypothèse, c'est la voie dorée, la voie des revues en open access. Et c'est là qu'en fait sont les difficultés principales. Alors ici, par définition, la revue elle va être gratuite pour le lecteur. Là, il n'y a pas de discussion, sinon ce n'est pas de l'open access. Maintenant, il faut trouver un nouvel modèle économique, il faut faire payer quelqu'un d'autre. Alors, comment on peut faire payer quelqu'un d'autre? Je prenais l'exemple tout à l'heure, ça peut être de la publicité. On a vu des revues se développer avec de la publicité intégrée. Ça peut être du crowdfunding. Ça peut être l'association aussi, il y a quelques revues comme ça, avec un site marchand. C'est-à-dire que vous allez accéder à l'article donc gratuitement d'un chercheur, et puis on va vous proposer un lien commercial vers une plateforme qui va vous vendre les ouvrages de ce chercheur. Donc ça peut être aussi le type de partenariat qui existe. Mais il y a aussi un autre mode de financement qui s'est développé, qui là suscite beaucoup plus de difficultés et même de polémiques, c'est le modèle auteur-payeur. C'est-à-dire que la logique cette fois-ci, c'est de dire on ne fait plus payer le lecteur, c'est ça la logique de l'open access, mais on va faire payer l'auteur pour être publié dans la revue. Et on parle de sommes en général qui sont assez conséquentes, hein, c'est-à-dire qu'on compte souvent en milliers d'euros pour être publié dans une revue scientifique cotée et reconnue. Et ça pose un certain nombre évidemment de difficultés et d'interrogations. D'abord, qui va assumer cette charge? Qui va assumer ce paiement? Ça peut rarement être le chercheur lui-même. Ça peut être son laboratoire éventuellement, mais les laboratoires n'ont pas non plus des moyens infinis pour financer ce genre de choses. Et puis ensuite, on voit que aussi ça opère un glissement de la dépense, et notamment de la dépense de l'argent public. C'est-à-dire que si vraiment on passait dans ce modèle-là totalement, l'argent qui était utilisé pour payer les abonnements, il serait utilisé pour financer la publication. Donc finalement, ça ne change pas vraiment la donne pour ce qui est de la charge qui pèse sur les finances publiques au titre de l'accès à la recherche et de la diffusion de la recherche. Et puis il y a une autre difficulté qui est liée à ce modèle auteur-payeur, un effet pervers, il faut bien dire ce que c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éditeurs prédateurs. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des personnes qui ont, profitant de cette situation, créé des revues dans lesquelles il suffit de payer pour être publié. C'est-à-dire que là, le système est totalement perverti, il n'y a plus vraiment de sélection. Donc la qualité, il n'y a aucune garantie d'un minimum de qualité scientifique, comme c'est le cas en principe, c'est le rôle notamment des éditeurs scientifiques, d'assurer cette sélection des articles. Il n'y a plus de sélection, il suffit de payer pour être publié. Et donc ces éditeurs, on en a vu se multiplier, et donc là on voit bien effectivement, comme je le disais, une dérive de l'open access. Mais ce qui est important quand même, c'est de ne pas réduire l'open access à cette dérive. Ce n'est qu'une dérive, ce n'est qu'une récupération finalement par quelques personnes d'un dispositif qui s'inscrit dans une logique totalement différente à l'origine.